Bonjour et bienvenue sur Alda Vreguan pour votre émission Sapori avec David Metzak. Salut David. Comment vas-tu Frédéric? En pleine forme. Oui, très bien. Je vois que tu as récupéré ta voix, David. Oui, elle est revenue. J'espère qu'elle va rester là. Quand on fait de la radio, vaut mieux quand même. C'est bien. Alors cette semaine, nous allons partir à la découverte d'un berger, d'un éleveur caprin, capra, du pasteur. On peut employer un petit peu tous les mots. Un ami surtout. Et un ami de David. Il s'agit de Raphaël Vesperini. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio. Et merci de m'avoir invité. On va passer la semaine ensemble, Raphaël. Donc, on va partir un petit peu à la découverte de votre élevage, donc de chèvres, et des fromages que vous faites également. Évidemment, David, tu nous parleras de ce que tu peux faire avec le lait. Alors, parce qu'il y a le lait, il y a aussi la viande. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Oui, il y a le fromage, il y a le brooch et il y a les cabris. Voilà, il y a le cabri qu'on déguste surtout à Noël, voire même toute l'année, je ne sais pas. Mais... Chez David, c'est toute l'année. Chez David, c'est toute l'année. Tu des faveurs. C'est très bon et je me demande si on en mange. Alors je sais qu'il y a des pays où on mange beaucoup de cabri, en Corse on mange du cabri, mais je me demande si sur le continent on mange beaucoup de cabri. Je sais pas. Une première question, tiens. Il faut la poser à Raphaël. Ouais. Sur le continent déjà, c'est une autre façon d'élever le cabri. On appelle ça le chevreau, c'est-à-dire qu'il mange dehors avec sa mère de l'herbe et tandis que le cabri il mange que du lait. Donc voilà la différence entre... Élevé sous la mer. C'est élevé sous la mer mais à la bergerie. C'est-à-dire que le cabri ne bouge pas de la bergerie. Tandis que le chevreau lui va gambader dans les champs et mange aussi autre chose que du lait. Et je suppose que s'il y a une alimentation différente, le goût, lorsque c'est dans l'assiette, c'est différent aussi. Oui, la viande est plus fine du cabri que du chevreau. Alors concrètement, Raphaël, parlez-nous de votre élevage, où il se situe déjà? Voilà, moi je suis à Sarolac-à-Copine. On a installé avec un élevage caprin, élevage de chèvres corse. Voilà, on a installé avec ma femme, on produit du fromage et on est sur les hauteurs de Sarola. C'est-à-dire que c'est que du maquis, c'est en montagne, en semi-montagne, parce qu'il n'y a pas vraiment de champs, voilà, c'est que du maquis. Mais un mac. Voilà, c'est un élevage extensif, c'est-à-dire quand les animaux sont là en totale liberté et partent le matin de la bergerie vers 9h et rentrent le soir à 6h. Combien de têtes tu as? On a 220 chèvres. C'est important comme élevage, 220 chèvres? Ça commence à compter, oui. Ouais. Oui. À 2, ça commence à compter. Oui. Et au niveau de l'appellation, vous préférez berger, éleveur caprin, pastor et caprade? C'est quelle appellation qui vous convient le plus? Moi, l'appellation qui me convient le plus, c'est caprade. Parce que caprade, c'est une passion déjà. Parce que les chèvres, c'est un métier passion. Parce que sinon, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que si vous me faites ça, vous dire je vais faire les chèvres... vous allez plutôt au casse-pipe qu'autre chose, parce qu'il faut avoir de la volonté et il faut aimer l'animal en lui-même. C'est-à-dire que, parce qu'elles vous prennent tout, je dirais, elles vous prennent aux tripes et après elles vous emportent dans des trucs, dans une vie qui va être différente de la vie de tous les jours. Parce que c'est un animal très familier finalement. Voilà, c'est un animal très attachant. Très attachant et très familier et qui... Voilà, nous on a 220 chèvres, ils ont 220 noms, oui. Ah oui, il y a un nom pour chaque chèvre. Voilà. C'est incroyable, et on arrive à les reconnaître parfaitement. Moi j'arrive à les reconnaître parfaitement. Parce que pour eux, Moi je suis monté plusieurs fois à la Tiostra, Impaez, et il y en a une qui porte mon nom, je crois. Félicitations, mon cher David. J'en suis le parrain. Et c'est vrai que tu es de suite captivé par la gentillesse de cet animal. Alors c'est un crève-cœur, je pense, quand on doit tuer les cabris ou quand on doit se séparer d'une chèvre, parce que... C'est-à-dire que les cabris, on élève tous les ans 40 à 45 chevrettes et on s'attache à cela. Et après, les cabris, les autres, on essaie de pas trop s'attacher. Parce qu'après, un cabri, c'est mignon, c'est attachant, c'est doux. Et c'est vite dit, on dit vite, je l'élève, la chevrette. Oui, mais après, on peut pas tout élever non plus. Et j'ai fait une petite recherche avant cette émission et j'ai constaté que c'est le deuxième animal domestiqué par l'homme après le chien, quand même, la chèvre. Ah ouais. Donc il y a quand même un lien quand même assez important entre nous, les hommes, et cet animal-là. Oui, c'est un lien important. Hein. C'est-à-dire qu'au Caprade, quand il partait le matin avec ses chèvres, il restait la journée avec sa musette et il les suivait dans le maquis. Et sa seule compagnie, c'était ou son chien ou ses chèvres, à l'époque. Avant. Maintenant, c'est une autre façon de faire, mais c'est toujours pareil. On est très attaché aux animaux. Après, c'est un métier, donc après, il y a quand même des règles à respecter.
et on vit par rapport à ces règles et on essaie de bien faire pour avoir un beau troupeau. On vit au rythme des chèvres. Voilà, finalement. c'est ça. Je suppose que là, quand on parle des 35 heures, là, ça vous fait rire, quoi. 35 heures, Ouais. non, je connais pas. Non. La journée commence à quelle heure pour toi? La journée, elle commence à 4 heures et elle finit vers 9h30, 10h, ça dépend. Il y a 2 traites par jour. 2 traites par jour, oui. On traite une fois le matin et une fois le soir. Et après, le fromage, on le fait le matin. Voilà. On va parler de tout ça, du fromage, de la traite, métier etc. passion. Parce qu'on va passer la semaine ensemble, Raphaël Vesperini. Je remercie encore une fois David de nous avoir trouvé un invité avec lequel on va pouvoir découvrir des choses. Ah oui, découvrir un métier qui finalement se perd, je pense. Il se perd. Non, il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont la volonté de s'installer, qui ont cette passion. Après, se perdre, c'est plutôt la difficulté d'installation qui peut perdre le métier de berger en général, que ce soit caprade ou pécourade, c'est pareil. Parce que le monde moderne, maintenant, il y a beaucoup de terrains agricoles qui passent constructibles, surtout pour les bergers qui ont des brebis. Et donc, ça limite les zones de pâturage et ça limite l'agriculture en général. Voilà. On se quitte, on va se donner rendez-vous demain avec Raphaël Vesperini, caprade, donc à Sarola-Carcopino, mais également avec toi, David. On parlera notamment fromage dans les jours qui viennent. Très bon fromage. Là, on en salive d'avance. À demain. À demain. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Alda Rewan, c'est à 11h15 comme tous les jours de cette semaine. Bonjour David. Bonjour Frédéric, on salue Anto à la technique. Le DJ de Sapor et on salue aussi notre invité Raphaël Vesperini. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. On rappelle que nous passons la semaine ensemble. Vous êtes caprade à Sarola-Carcopino, ou berger ou éleveur caprin comme on veut, mais plutôt caprade. On a bien compris hier que c'était l'appellation que vous préférez. Alors on peut parler. Tu parlais hier David des traites notamment. Il y en a 2 par jour, donc en ce qui concerne les chèvres. Hein. Oui, il y a 2 par jour, même pour les brebis. Après, il y a certains qui sont en monotraite, mais bon, nous, on privilégie de traire 2 fois par jour. Voilà, c'est mieux pour le suivi du troupeau et aussi pour le lait aussi. On a un peu plus de lait en traînant 2 fois par jour. Au niveau il y a combien? 220 bêtes, c'est ça? 220 bêtes, oui. Pour la gestion du nombre, ça se passe comment? Les naissances, la mortalité, on gère comment ça finalement? Eh bien, on élève 45 chevrettes tous les ans. Et après, il y a la réforme qu'on appelle, et c'est les vieilles chèvres, les chèvres qui ont eu un problème X ou Y et qu'on doit sortir. Donc avec la relève et la réforme, ça s'équilibre et on arrive toujours à peu près à 220. Mais c'est très difficile de faire grossir un peu, on en a discuté souvent ensemble, de faire grossir ton troupeau finalement. C'est pas évident parce qu'il y a des maladies que les chèvres ont qui empêchent de grandir le troupeau, d'agrandir le troupeau. Mais après, agrandir le troupeau, est-ce que c'est bien aussi? Parce qu'après, il faut pouvoir gérer tout ça. Parce qu'on a un pâturage qui s'appelle Auridion en Corse et après, est-ce que ce Auridion peut accueillir plus de chèvres? Plus de chèvres que... Voilà. Donc après, et est-ce que nous aussi, on peut gérer plus de chèvres? Ça c'est un peu difficile. Mais parce qu'ils sont 2 finalement. Ouais. Charlotte fabrique le fromage. Charlotte fabrique le fromage et s'occupe troupeau. des chèvres aussi. Et moi, c'est pareil. C'est pas rien comme travail à 2. Ah ouais, j'imagine. Il faut s'occuper des bêtes, il faut s'occuper justement des maladies qu'il pourrait y avoir, des pattes cassées s'il y en a. Voilà, il y a tout. C'est tout un suivi sanitaire, c'est tout un suivi aussi administratif. Parce que bon, maintenant, le métier de berger, c'est aussi un métier administratif. C'est qu'on doit avoir des papiers, un suivi par rapport à tous les organismes qui nous entourent, que ce soit le DARC, la DDA, la Chambre d'agriculture. Donc il y a beaucoup de papiers, beaucoup de comptes à rendre, et voilà. C'est quand même très compliqué, c'est quand même lourd tout cet administratif. C'est lourd, et heureusement qu'on est aidé aussi par des techniciens, comme les techniciens de la Chambre, qui nous aident à faire tous ces papiers, parce que sinon, je pense que c'est très difficile de tout faire tout seul. Après, on a un comptable, comme une entreprise à part entière. Je veux dire, c'est plus le métier d'avant. Le métier d'avant, le berger, il avait à s'occuper de ses animaux, à vendre son produit, et ça s'arrêtait là. Maintenant, il y a autre chose. Il y a toute une gestion à côté qu'il faut suivre, et
qu'il faut rendre compte à l'État aussi, parce que bon, on est subventionné pour certains trucs, et donc il faut rendre des comptes, voilà, que ce soit à la DDA et tout ça. On a des contrôles. Maintenant, on a des contrôles de surface, on a des contrôles pour les animaux, des contrôles sanitaires, que ce soit pour la fromagerie ou pour la bergerie. C'est tout un suivi qu'il faut quand même... tous les animaux sont identifiés, donc il y a tout un suivi aussi par rapport à ça. Ils sont tous bagués ou... Ouais. Et voilà, donc après ça reste compliqué aussi à tout mettre en œuvre. Hein. Même pour l'installation, un jeune qui s'installe maintenant, il faut qu'il ait déjà une surface minimum d'installation, il faut qu'il trouve les animaux, parce que les chèvres aussi, c'est quand même une race menacée, les chèvres corses. Et donc on ne trouve pas de troupeaux à vendre ou à acheter de partout. Je veux dire, c'est quand même difficile de voir s'installer. Il y a des éleveurs qui revendent aussi pour pouvoir grossir son troupeau. Comment ça se passe pour sélectionner les bêtes, pour justement faire... Les éleveurs, ils préconisent surtout l'élevage dans leur propre troupeau. Parce qu'il faut savoir que les chèvres, 2 bandes de chèvres, elles ont du mal à se mélanger. C'est-à-dire que si j'ai un conseiller à quelqu'un, un jeune qui s'installe, il vaut mieux acheter une bande de chèvres et élever de sa bande. Entière. Élever de sa bande qui vont se suivre, parce que les chèvres, c'est pas comme les brebis. Les brebis, vous achetez 2 bandes, plus ou moins vous arrivez à les mettre ensemble. Mais les chèvres, des rejets, des trucs comme ça. Les chèvres, elles sont très famille, voilà. Très clan, très famille. C'est-à-dire que demain, quand on rentre une autre famille au milieu d'une bande de chèvres ou un autre clan, le clan le plus fort va essayer de détruire le clan le plus faible. Il y a des leaders en fait, ou un leader. Des leaders et des familles leaders au sein du troupeau. C'est impressionnant. Et c'est-à-dire, si on rentre quelque chose d'extérieur, il a du mal à s'en sortir. Il y a un déséquilibre en fait. À moins d'être plus fort que ceux qui sont sur place, je dirais. Ouais. Et ça, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que dans une bande de 220, elles sont unies. Entre elles, elles ont quand même c'est des clans, je dirais. Il y a des codes entre elles. Entre elles, elles ont des codes, mais elles sont unies, donc après, elles vont aller au combat. Pour en découdre avec les autres, je dirais. On va se quitter et on va se donner rendez-vous demain, parce qu'il y a plein de choses encore à traiter. Alors, la chèvre corse, qu'est-ce que c'est ? La transhumance, comment ça se passe aujourd'hui ? On parlera aussi du cabri et du brooch également que vous produisez, Raphaël Vesperini. David, on se donne rendez-vous demain avec notre invité. À demain, merci. À demain. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Radio Alta Breguanza pour votre émission Sapori avec David Mezzak. Salut David. Bonjour Frédéric. Et notre invité, Raphaël Vesperini, cette semaine. Bonjour Raphaël. Bonjour. Vous êtes capra à Serre-la-Carcopine, ou donc éleveur capra en berger ou pasteur, et comme on le disait en début de semaine, il y a plusieurs appellations. J'aimerais qu'on parle un petit peu aujourd'hui de la transhumance, Raphaël, parce que je crois que entre le métier d'il fut un temps et le métier d'aujourd'hui, ça a beaucoup changé là au niveau de la transhumance. Ça a beaucoup changé, et oui, parce qu'avant les bergers partaient des villages et montaient à pied vers les montagnes. Bon, maintenant, c'est avec des remorques, des camions et tout ça, on peut transhumer plus facilement. Mais pour nous, on transhume au-dessus du village. La montagne s'appelle Saint-Élysée, donc on monte toujours à pied. Voilà. Donc à l'ancienne. À l'ancienne, voilà. On monte les chèvres à pied. Et bon, il n'y a pas beaucoup, il y a 2 heures de marche pour arriver au point le plus haut. Et bon, après, les chèvres, elles sont habituées, donc elles montent même d'elles-mêmes, vous voyez. Mais sinon, c'est sûr que maintenant, les bergers, ceux qui transhument toujours en montagne, ils ont plus de facilité, oui. Enfin, ils ont plus de facilité, mais bon, s'ils devaient monter à pied, ils auraient beaucoup de mal à monter. Avec la circulation qu'il y a, je veux dire, ça serait presque impossible, je pense. Aujourd'hui, lorsqu'on se promène dans la campagne, dans la montagne, on rencontre de plus en plus d'êtres humains, je dirais, des promeneurs, des gens en squad, des randonneurs, des gens qui font du sport de nature. Est-ce que, déjà, effectivement, on en rencontre de plus en plus, est-ce que ça peut être gênant pour la profession ? C'est-à-dire que les gens aujourd'hui, ils ont changé de mentalité. C'est-à-dire qu'avant, les gens, ils étaient plus ou moins liés dans les familles avec des bergers, et ils comprenaient le métier de berger, ce que c'était, et comment gérer un troupeau, ce que c'était. Et aujourd'hui, les gens, ils ont la nature, pour eux, c'est un dû. Et ils ne comprennent pas qu'en allant dans la nature, c'est bien, il faut découvrir la nature, il faut se promener, il faut s'ouvrir l'esprit et tout ça. Mais après, il y a des règles à respecter. C'est-à-dire que demain, vous arrivez, il y a un troupeau de chèvres, un troupeau de brebis, des cochons, des vaches.
il faut respecter les animaux et respecter les gens qui s'occupent travaillent. de ces animaux. C'est-à-dire que demain, on fait une clôture. Celui qui a fait la clôture, il a sûrement fait un portail. Et donc, il vaut mieux ouvrir le portail et rentrer que passer par-dessus la clôture et casser la clôture. Après, quand vous avez des chiens, vous prenez votre chien, il faut respecter le troupeau par exemple, de chèvres, attacher son chien, l'empêcher d'aboyer. Parce qu'un chien qui court après des chèvres, ça peut entraîner des avortements, ça peut entraîner un stress, une baisse de lait conséquente. Se sèche, carrément. La chèvre se sèche d'un coup à cause de ce stress. Je veux dire, après, ça peut entraîner des pertes d'animaux qui s'égarent dans la nature et vous les retrouvez plus jamais. Je dirais. Voilà. Après, je veux dire, le monde actuel, ils réfléchissent pas aux conséquences que peuvent avoir l'activité qu'ils ont dans la nature. Parce que comme moi je dis toujours, c'est demain vous respectez la nature, c'est un deal. C'est-à-dire que vous arrivez dans un endroit. Vous êtes émerveillé par cet endroit, mais il faut respecter le deal. C'est-à-dire que demain, s'il y a des animaux, il faut respecter les animaux qui sont dans la nature, que ce soit les animaux sauvages ou les animaux domestiques. En même temps, quand il y a des barrières, je ne sais pas si on a vraiment le droit d'enjamber la barrière pour aller sur le terrain. Bon. Oui, mais après, on reste avec la mentalité corse. Oui. Jusqu'à présent, les Corses, ils ont quand même laissé les gens vivre plus ou moins leur vie, même sur les terrains privés. Mais après, il faut quand même respecter les gens. Demain, vous faites un pique-nique. Vous faites un pique-nique dans une propriété. Bon, vous gênez personne, mais demain, vous partez, vous laissez toutes vos poubelles. Ouais. Je veux dire, ça gêne les gens qui vont venir après vous, et ça gêne le propriétaire, et ça gêne la nature en particulier. Et les chasseurs, est-ce que les chasseurs, il y a ceux qui respectent et il y a ceux qui ne respectent pas. Ouais. C'est toujours pareil. C'est une question de respect. Bien Après, il y a ceux qui savent que demain, s'ils font la battue et qu'il y a les chèvres au milieu, ça va déranger. Après, ceux qui respectent pas. C'est toujours pareil. Parce que je pense que justement, ils ne sont pas conscients des problèmes que ça comporte. Quand on a un troupeau de chèvres, où la seule rémunération, c'est de faire du fromage et de vendre du fromage, ou de vendre des cabris, d'accord, mais... tu as les chiens qui courent après les chèvres ou les gens qui stressent les chèvres, tu perds 40, 50, 60% de ta production de lait pour fabriquer tes fromages, ça a une incidence catastrophique. Ah oui, ils n'en ont pas conscience. Quand tu trouves quelqu'un sur un terrain, tu leur dis aux idées, tu as mes canda così, tu as mes canda qua, tu as fatto insomma ai cani, ti mancano di rispetto, certo, ma un capiscono mica. Ah no, non capiscono mica, Parade è un coso di interdizione. No, Parade se tu li dai a maniera di va, Parade è un coso di interdizione, ma non è mica un coso di interdizione, e pa fa di capisce che domani un diacre che corre presso una banda di giotte è una catastrofe per il pastore e per i giotti. E voilà. Donc, la gente di capisce cosa fare, che domani ci rispettare l'animale, rispettare il luogo, rispettare le persone, voilà, c'est tutto. E un affaire de respect. Voilà. Il y a un équilibre difficile à trouver. Ouais, ce fameux respect, tout à l'heure on parlait de mentalité corse, mais justement, à force de manquer d'être irrespectueux, justement, on pourrait justement perdre aussi, parce que ça peut être agaçant, et ces fameuses affaires de barrières où on laisse les gens aller, au bout d'un moment on peut être un peu plus intransigeant sur ça aussi, c'est ça. C'est-à-dire qu'après on prend d'autres résolutions, et après on change de mentalité, nous aussi, et on s'impose un peu par la force, et voilà. Et après on essaie de se préserver, ça soit parce que bon, après il y a les gens des villes, ils arrivent, ils sont là, ils savent pas. Mais je dirais, après il y a des gens des villages, c'est pareil. Pourtant ils sont au village et ils font la même chose que les gens des villes. Je veux dire, demain, je sais pas, il faut juste avoir un peu de réflexion, penser pourquoi vous allez vous promener dans la nature et pourquoi vous voulez faire ça. Si c'est pour avoir du respect pour la nature, parce que vous aimez ça, il faut tout respecter. Après, ça passe comme une lettre à la poste. Je veux dire, après, c'est facile. Hein. Je veux dire, si même vous montez, vous promenez, vous avez un chien, vous l'attachez, vous l'empêchez d'aboyer, vous le promenez, c'est-à-dire qu'avec ça, c'est comme demain à la maison. Hein. Demain, votre chien à la maison, il vous aboie dessus toute la journée. À un moment donné, c'est où vous avez un problème, vous êtes fou, ou sinon c'est à vous d'éduquer votre chien. Alors, c'est tout.
Donc soyez respectueux, hein, c'est le message qu'on peut adresser. Voilà, il faut être respectueux respectueux de la nature en général et des gens qui travaillent avec la nature. Voilà. Exactement. On va se quitter, alors demain on parlera de la chèvre corse, de ses particularités et quand même du brooch que vous produisez, Raphaël Vesperine, et comment on le construit finalement, comment on le réalise, ce fameux fromage que nous aimons tant. Eh bien, à demain donc. À demain, avec plaisir. David et Raphaël, à demain. Bonjour et merci d'être avec nous sur Alta Vega One Silence 15. Bonjour David. Bonjour, il y a quelques flaveurs de brooch aujourd'hui sur le plateau. Exactement, et il y a Raphaël Vesperine qui est avec nous. Salut Raphaël. Bonjour. Berger à Sarrelas-Carcopine, on a parlé un petit peu du métier, des difficultés et de l'évolution du métier de berger tout au long de cette semaine. Alors on va parler aujourd'hui, Raphaël, plus particulièrement de la chèvre corse. Sa particularité par rapport à... Pourquoi on appelle ça une chèvre corse concrètement ? Eh ben déjà, la chèvre corse, on appelle ça parce que c'est déjà une race reconnue. Bon, c'est une race à effectifs menacés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'effectifs sur la Corse, et bon, il n'y a qu'en Corse. Et après, la chèvre corse, sa particularité, c'est qu'elle est rustique, adaptée au territoire de la Corse, que ce soit par rapport à son pelage, par rapport à sa motricité. Et c'est une chèvre qui produit, qui a une production par rapport à ce qu'elle mange, une bonne production laitière, voilà, par rapport à ce qu'elle mange, parce que bon, elle est pas dans l'herbe, elle n'est pas gérée dans l'herbe toute la journée, elle n'est pas dans des champs, elle n'est pas enfermée, et puis elle est en totale liberté aussi, comme devrait être tout Corse qui se respecte. Il y a donc une nourriture à base de maquis finalement, des bruyères ou... Mais la chèvre, elle mange tout. Voilà. Enfin, ou presque tout. Et il y a un complément alimentaire aussi. Voilà. Après, le seul complément alimentaire, c'est plutôt un bonbon. C'est-à-dire que c'est pour monter sur la machine, pour pouvoir la traire. Parce que maintenant, on traite avec la machine. On lui met un peu de maïs ou d'aliments. C'est des bonbons pour la motiver un peu. C'est juste pour la motiver un peu. Après, bon, quand il pleut et tout ça, on lui donne du foin en plus, du foin qu'on achète. Et parce qu'on on n'a pas de production de foin sur l'exploitation, et donc ça c'est pour l'aider quand il pleut, quand il fait mauvais, quand il neige, voilà, c'est l'aider l'hiver un peu. Mais après au printemps c'est des brousseuses, c'est-à-dire qu'elle mange exclusivement du maquis. D'accord. Et puis voilà, elle mange tout ce qui est bon, surtout les pousses, parce que la chèvre est très très délicate, c'est-à-dire que demain Bocavine. Voilà, bocavine. Voilà. Bon, c'est vrai que la chèvre, si demain elle devait aller manger David, hein, pas chez quelqu'un d'autre, mais bon. Alors, avec la chèvre, donc on produit du lait, on le sait, le fromage, on va en parler dans quelques secondes, la viande, hein, le cabri, oui. Et chez David, à l'Altrouverte notamment, et au bistrot on peut en manger, aussi, et au bistrot de thé, lui aussi. Et il y a aussi le cuir. Est-ce que on continue d'utiliser la peau de la chèvre pour le cuire aujourd'hui ? Non, maintenant c'est fini. Hein, c'est D'accord. fini, ouais. Avant, on tannait les peaux des cabris et même des chèvres, mais c'est fini. Ça, c'est comme la tonte. Hein. Avant, on tondait même les chèvres. Pour faire les ivounes. Les ivounes, c'est les cordes. Et maintenant, ça c'est fini. Maintenant, il y a c'est tout du latex, du plastique ou ce que vous voulez. Donc, avant, on tondait même les chèvres. On tondait pas que les brebis. Oui, parce que vous ne faut pas oublier que l'angora ou le cachemire, me semble-t-il, hein, Ouais. c'est fait avec des poils de chèvre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on ne pourrait pas aujourd'hui imaginer, pourquoi pas développer une filière sur ça avec notre race corse ? Je pense pas, parce que vous voyez, au pilon, c'était l'habit du berger pour aller sous la pluie. Ouais. C'était fait en poil de chèvre. Mais bon, c'était vraiment très, très... La mode est passée, on dira, voilà. Puis c'était du poids, hein. C'était du poids, et puis c'est très, très dru. C'est parce que la chèvre, elle a un poil très, très résistant pour pouvoir aller dans le maquis. Un poil très dur, et après je vois pas ce qu'on pourrait faire avec ce poil-là. Si quelqu'un veut faire quelque chose, contactez la radio. Tout est une question de mode. Hein. Oui, après c'est une question de mode. Voilà. Mais bon, les modes maintenant elles sont plus vers la douceur que vers la dureté, je pense. Un moto en fourrure en poil de chèvre corse, pourquoi pas. Oui. On va parler maintenant du brooch. Alors concrètement, en quelques mots, hein, comment on conçoit ce fromage ? Comment on le construit ? Bon, déjà, avant de faire le brooch, il faut faire le fromage. Oui. Parce que le fromage le brooch vient après le fromage. Donc, on fabrique le fromage. Et après, de ce fromage sort le petit lait. Et le petit lait, donc, avec ce petit lait, on mélange avec le porridge. Le porridge, c'est du lait qu'on a mis à part avant de faire le fromage.
Et avec ce mélange, il sort le brooch. Voilà, le brooch qui est... Enfin, moi, je ne considère pas comme un fromage. Moi, je considère ça comme une crème qui sort et qui est plutôt un dessert, un dessert ou... C'est pas moi, je considère On peut le manger de plusieurs manières. Bon, effectivement, il y a cette pâte qui est presque du fromage blanc finalement. Voilà. Et puis il y a aussi très le broch ou pas, ou le broch qu'on laisse un petit peu plus mûrir, qui là, par contre. Le broch ou pas, c'est du broch, c'est-à-dire que le broch salé, donc qu'on sale et qu'on garde après comme un fromage, qu'on affine comme un fromage. Voilà. J'ai l'impression qu'il est de moins en moins consommé, le broch ou pas. Je me trompe peut-être, non? C'est-à-dire que les gens avant ils faisaient le broch ou pas, ils le faisaient parce qu'ils n'avaient pas la vente le jour, oui. Ils n'avaient pas la vente, donc ils ne pouvaient pas le jeter, ils le salaient. Maintenant, il y a la vente, donc les gens ils préfèrent vendre le broch au frais que de se mettre à saler le broch ou pas. Pour dire je vais faire du broch ou pas pour le vendre, oui. Parce qu'après c'est tout comme le fromage. Le fromage, il y a dans certains endroits comme en Haute-Corse et tout, ils privilégient de le vendre frais, parce qu'il y a beaucoup de cuisine en Haute-Corse par rapport ici, où ils font de la cuisine avec du fromage frais. Et donc, ils n'ont pas à l'affiner. Parce qu'un fromage, il faut savoir qu'il faut l'affiner pendant 40 jours. Nous, on fait du fromage de type Basilicaccio. Il faut l'affiner pendant 40 jours. Et donc, 40 jours, il faut le prendre tous les jours dans les mains. Toujours, il faut le retourner. Tous les jours, le retourner, regarder, s'en occuper. Donc après, si vous arrivez à la vente, si vous avez la vente en fromage frais, ça vous vient mieux que de l'affiner. Et on peut faire beaucoup de choses avec un broch. Le consommer avec un peu d'eau de vie, j'avoue qu'un peu de sucre, c'est... Ah oui, le plus naturellement possible, c'est vrai que c'est meilleur. Et puis on peut faire un nombre de desserts quand même assez incroyable. Bon, il y a le fiadone et l'embouchat. Brochat, fiadone, beignet, au broch. On peut en faire des sorbets. Sorbet au broch de chèvre, c'est carrément exceptionnel. Non, au niveau des fromages, même des fromages que Raphaël affine, on peut faire pas mal de recettes, des feuilletés, des brioches, on peut faire une sauce à base de fromage de chèvre, on peut faire un farci, on peut faire pas mal de choses. Le fromage de Raphaël est un peu plus sec quand il est mis au frais et devient onctueux quand il est laissé à température. Donc c'est vraiment il y a plusieurs possibilités de recettes à travers les produits de Raphaël et de Charlotte, parce que c'est aussi Charlotte qui fabrique le fromage. Et c'est surtout Charlotte, oui. Et... On la fera venir à une émission une prochaine fois pour nous parler justement de la fabrication, parce que c'est très ouais. intéressant. Moi, je suis monté un matin de très tôt voir la fabrication du fromage et du broch, et c'est très intéressant de voir, parce que c'est quand même une technique ancestrale, le broch. Ah oui, c'est ancestral. Et de voir apparaître dans la marmite qui est en train presque de bouillir, mais il n'y a pas totalement d'ébullition. Ce nuage de brocho qui monte à la surface et récupéré pour le mettre dans les cajailles, c'est vraiment un moment extraordinaire à vivre et qu'il faudrait apprendre à nos enfants de revoir comment on fabrique du broch, parce que finalement on croit que c'est dans une barquette dans un supermarché. Ouais. Et c'est pas du tout ça. Oui, on croit que le broch il sort comme directement comme ça presque des pieds de la chèvre. Mais il y a tout un travail derrière. Il y a tout un travail derrière et tout un savoir-faire et ça, Charlotte, je pense à ce savoir-faire et moi, je veux dire, j'en suis fier pour elle et pour moi qu'on puisse sortir un bon produit. Ah oui. Bon, il n'y a pas qu'à Piane qu'on fait du broch. On va faire une émission spéciale sur la fabrication du broch. Vous voulez, vous, Charlotte on la veut dans cette émission pour qu'elle nous explique tout ça. Le broch et le fromage, c'est extraordinaire. Ouais. On va se quitter, les amis. On se donne rendez-vous demain avec ta recette, David. Donc, que peut-on faire avec les produits de Raphaël Vesperini? Ce sera demain. Un cake au broch et à la clémentine. Eh bien voilà, justement, on parlera du broch à domani. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Alta Frequenza. Nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine avec notre invité Raphaël Vesperini. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Et puis il y a David évidemment. Je suis là, oui. Oui, David, bonjour David. Bonjour. Dernier jour de cette semaine, on rappelle le chef de l'Altrouverse et du Bistro Telo à Ajaccio. Alors on a beaucoup parlé avec Raphaël Vesperini de ses produits, du broch, ou de ses fromages et de ses cabris également cette semaine. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces produits, David? Alors moi je vais vous donner une recette simple. C'est un cake au broch à la clémentine.
qu'on peut réaliser avec ses enfants, en famille, le dimanche ou même toute la semaine pour pouvoir déguster ça avec gourmandise. C'est facile à faire? C'est facile à faire, oui. Il vous faut 8 œufs entiers, 150 g de farine de noisette, 150 g de farine de blé, un brooch de chèvre de Raphaël Vesperine et de Charlotte, 180 g de sucre, 20 centilitres d'huile d'olive, 20 centilitres de jus de clémentine, le zeste de 2 clémentines, 80 g de confit de clémentine et 15 g de levure chimique. Alors comment on va procéder? Au batteur, on va mélanger les 8 œufs avec le sucre pour le monter comme une génoise. Si on en parle souvent, ça va faire comme un ruban. C'est un appareil qui va beaucoup développer. Une fois qu'on a cet appareil qui a développé, il faut quelques minutes, quand même entre 7 et 8 minutes pour que ça puisse bien monter. On va incorporer les farines tamisées et la levure chimique. Donc on continue avec notre batteur de le faire tourner, on baisse un petit peu la vitesse. Ensuite, une fois qu'on a incorporé les farines, on va incorporer le jus de clémentine et l'huile d'olive. Tout doucement, comme pour une mayonnaise, tu vois. Il ne faut pas casser l'appareil, le temps qu'on a monté les œufs en génoise, il ne faut pas les faire retomber rapidement. Donc on fait comme pour une mayonnaise, en petits filets. Et une fois que c'est incorporé, on retire du batteur. On prend 2 jattes, donc 2 calottes. D'un côté, on va mettre le brooch dans lequel on va râper les zestes de clémentine et on va rajouter le confit de clémentine. Et on va rajouter en 2 ou 3 fois notre appareil. Parce que pareil, il faut garder le volume. Alors si on rajoute d'un coup, souvent on a du mal à incorporer. Et quand on a du mal à incorporer, on casse l'appareil. Et on va se retrouver avec un appareil liquide qui ne va pas développer au four. Donc en 2 ou 3 fois, on rajoute l'appareil au brooch aromatisé à la clémentine. Une fois que c'est incorporé en 2 ou 3 fois, on va prendre un moule à cake ou des petits moules individuels qu'on va graisser, on va fariner et on va les garnir. Graisser, c'est-à-dire avec du beurre? Avec du beurre ou on utilise, tu sais, en pâtisserie, on a une bombe à graisse, ça s'appelle, on trouve dans les commerces spécialisés. Ou alors du beurre et de la farine sans excès parce que ça n'apporte pas grand-chose. Juste, en plus, ça fait dégringoler un petit peu le cake. Et on enfourne à four chaud entre 180 et 200 degrés durant 35 à 40 minutes. On vient piquer notre cake pour voir s'il est cuit. Il faut qu'il reste onctueux, moelleux, souple, parce qu'un cake qui est sec, c'est un peu étouffe chrétien, c'est pas agréable à déguster. Et on le sort, on peut le déguster tiède avec un petit sorbet au brooch ou de Raphaël, avec un petit coulis de clémentine. Et voilà, ça fait un dessert sympa et facile à faire. Ouais, effectivement, ça a l'air assez facile. Juste, voilà, pas tout mettre d'un coup. Il ne faut pas être bourrin dans cette recette. Il faut prendre son temps. Voilà, il faut prendre son temps et respecter quelques techniques pour qu'on ait un résultat sympathique. On peut aussi marier le brooch avec... Moi, j'aime bien marier le brooch avec la pistache. C'est une association qui est assez gourmande. Donc voilà, si vous voulez faire un cake à la clémentine au brooch, vous avez cette recette, ou vous pouvez faire aussi brooch pistache, ça marche très bien. D'accord. Alors tu parlais de sorbet de Raphaël, c'est-à-dire que vous faites des sorbets aussi, non? Non. Voilà, c'est pas vous qui les fabriquez. C'est David qui les fabrique. Voilà, avec le brooch de Raphaël. On laisse le brooch quelques jours, le temps qu'il se dessèche un petit peu. Parce que c'est très humide le brooch, il faut que ça soit... Ouais. Donc à un moment donné, l'eau va s'en aller. Et on fait un équilibre, ça s'appelle un mix. Bon, c'est un peu technique. Un mix, c'est sucré, bien entendu, qu'on laisse reposer 24 heures. Et ensuite, on fait le sorbet au brooch que l'on peut, pareil, agrémenter d'eau de vie, agrémenter de graines de pistache, de noix, de noisettes. C'est assez sympathique. Alors, il nous reste quelques secondes justement pour apporter une petite précision. Là, on parle du brooch de Raphaël, donc avec le lait de chèvre, mais il me semble qu'on peut faire du brooch avec un autre lait également. Oui, vous pouvez faire du brooch avec tous les laits. Avec tous les laits, voilà. Oui, avec le lait de brebis, le lait de chèvre, c'est sûr. Oui. Il y en a qui mélangent, souvent. Il y en a qui mélangent, et oui, après c'est... D'accord, petite précision. Mais c'est très différent. Le brooch, alors justement, le très goût, différent. Le goût, la différence la différence, c'est qu'on dit toujours brooch de chèvre, fromage de brebis, et voilà. C'est parce que le fromage de brebis il est déjà plus gras que le lait de chèvre. Et que le fromage de chèvre. Et le brooch aussi un peu plus gras de brebis. Et le brooch de brooch, il sera peut-être meilleur, entre guillemets, parce que un brooch de chèvre ou de brebis, c'est différent.
Parce que bon, les chèvres mangent autre chose que les brebis, donc elles mangent un peu d'herbes aromatiques, ouais, de la lavande, de la C'est plus morée, musqué en fait, le brooch de chèvre. il a peut-être plus de goût, le lait de chèvre, entre guillemets, parce que bon, après c'est toujours pareil, c'est au goût de chacun après. Hein. Mais c'est vrai que le fromage de chèvre en général, il a quand même plus de goût. Enfin, moi je trouve. Ça dépend de l'affinage après. Après, c'est une question. Bon, le fromage, il existe 5 façons de faire le fromage. Il y a le Basilicaccio, le petit Basilicaccio, le Venake, il y a le Calenzane, il y a la Tom sartenaise et le Niulin. Voilà, après chacun aime à son goût dans sa bouche et chacun a sa façon d'aimer les fromages, d'aimer les brooches. Hein. Après, moi je dis qu'on a une culture fromagère en Corse qui est variée, qui est riche. Il faut profiter de cette culture et aimer manger les bons produits. Voilà. Il faut arriver à proposer dans les restaurants un plateau de fromage corse, fermier, pas industriel, mais entendu, il n'y aura pas d'intérêt pour la dégustation, je dirais, et pour la découverte, parce que finalement on peut aller au supermarché et l'acheter. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on se détourne un petit peu. C'est le constat que je fais. Hein. Alors que si on avait la possibilité de... Enfin, il faut se donner la possibilité d'offrir du Rapigors à Bonifacio, une gamme de produits de fromage de fermier, c'est extraordinaire. Ah oui. Mais c'est pareil, à chaque fois on en revient avec Frédéric à la même chose, j'ai l'impression qu'il faut encore éduquer encore les gens. Alors qu'on a tout chez nous en Corse pour... Mais c'est-à-dire que les choses se perdent beaucoup, parce qu'avant les gens ils allaient, ils avaient la volonté de découvrir les choses. Maintenant les gens ils vont dans un supermarché, ils achètent parce qu'il faut acheter, parce qu'il faut manger, ils achètent. Oui, mais on préfère acheter un pot de Nutella qu'acheter un bon fromage. Voilà. Ça c'est pas tout. Non, mais après on préfère aussi, on préfère aussi acheter un fromage dans un rayon dans un supermarché que de monter chez un petit producteur et acheter un fromage et découvrir tout ce qui est autour de ce fromage. Oui. Moi je dis il faut aller à la rencontre des gens, que ce soit même sur les marchés, et sur les marchés il y en a qui vendent du fromage fermier, que ce soit directement sur l'exploitation, il faut aller à la rencontre des gens, même dans les petites épiceries fines, des trucs comme ça. Je dirais, c'est la rencontre qui fait découvrir les produits, et ces produits, il y en a beaucoup en Corse, tous différents, que ce soit de chèvres, de brebis, que ce soit la charcuterie, il y a encore des bons produits, et il faut promouvoir ces produits-là. C'est-à-dire que demain, si vous mettez par exemple 10 € et vous achetez un fromage industriel, il vaut mieux mettre 10 € et aller acheter un fromage fermier et découvrir un produit. Ça coûte pas plus cher. Ça coûte pas plus cher, voilà, je veux dire. Parce que demain vous prenez, excusez-moi, je veux dire une marque, vous prenez un kiri ou une vache kiri, vous la remettez au prix au kilo, je suis sûr que vous allez être surpris et étonné du prix du kilo d'un kiri ou d'une vache kiri. Et la kiri et vache kiri, c'est un mélange de tout et de n'importe quoi. C'est une pâte de lait, en fait. Voilà, c'est tout n'importe quoi. Tandis que vous allez chez un petit fermier et vous achetez un fromage, il va vous coûter aussi cher qu'un fromage industriel. Voilà. D'accord, c'est bien de le rappeler. C'est la découverte du produit et la découverte des gens qui fabriquent ces produits, que ce soit du fromage, du miel, de la charcuterie. Je veux dire, on a ces richesses en Corse d'avoir des bons produits. Il faut prendre le temps de le découvrir. Voilà. Et merci en tout cas de nous avoir justement fait découvrir ce savoir-faire-là que vous avez, Raphaël Vesperine. On n'a pas eu le temps d'aller au bout des choses. Mais qu'on parle un peu plus du brooch. Alors, on va faire venir Charlotte. Charlotte, si tu nous entends, il faut que Charlotte, on vous veut absolument dans cette émission pour nous expliquer comment vous faites le brooch donc de Serre-la-Carcopine. Merci beaucoup, Raphaël Vesperine. Merci à tous et bientôt, j'espère qu'on se retrouvera sur la table de l'Altruherz pour déguster mes produits et les produits d'autres producteurs. On aura l'occasion de se voir évidemment à l'Altruherz. David, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. À Priest.